14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a eu assez de morts et assez de souffrances et c'est bien. Maintenant, on va le juger et nous autres, les familles, on va pouvoir commencer vraiment notre deuil. Bonjour, Guy Georges, un prénom et un nom à jamais synonyme de tueur en série, un visage pour toujours dans le miroir du crime. Guy Georges, qui dans les années 90 a violé et sauvagement égorgé 7 femmes. Le tueur de l'Est parisien, comme on l'avait surnommé, aura dans quelques semaines 59 ans. Cela fait 23 ans qu'il est derrière les barreaux, une prison devenue son univers exclusif et d'où il ne sortira probablement jamais. Malgré l'horreur de ses actes et le temps écoulé, Guy Georges continue à exercer une espèce de fascination, comme si les uns et les autres cherchaient obstinément à savoir quelle mécanique l'a entraîné à tuer encore et encore. Personne ne le savait jusqu'ici, mais la mère de l'une des victimes a entretenu une longue correspondance avec celui qui avait ôté la vie de sa fille, un document exceptionnel à travers lequel le tueur en série se dévoile. Nous en parlerons avec nos invités et nous essaierons également de comprendre pourquoi Guy Georges attire à ce point la lumière, ce qu'il raconte à ceux avec qui il a été en contact, avec ce constat fait par la mère d'une victime. Guy Georges a honte de lui, mais il est toujours capable de vous tuer la minute d'après. Dans la tête de Guy Georges, un serial killer face à ses victimes, c'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Rendez-vous dans un court instant sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire de Guy Georges et sa vie en prison après avoir semé la mort. Une dérive barbare qui débute à l'hiver 1991 dans une rue de Paris alors que la nuit enveloppe la capitale. Ce 26 janvier 1991, peu après minuit, la brigade criminelle est appelée pour un homicide au numéro 41 de la rue de l'Ambre, au cœur du quartier parisien de Montparnasse. 4 policiers du groupe Bustamante, du nom de leur chef, le divisionnaire Michel Bustamante, pousse la porte d'une chambre de bonne au 6e étage de l'immeuble. Une jeune fille blonde gît en travers du lit. Elle est en partie dénudée, son visage est maculé de sang, ses habits ont été arrachés. La scène est si crue et si violente que les policiers marquent un temps d'arrêt avant d'enfiler leurs gants en latex. Le tueur a curieusement découpé le soutien-gorge, encore agrafé à hauteur des seins. La culotte est elle aussi découpée de façon inhabituelle sur les côtés. La victime est étudiante en lettres à la Sorbonne. Elle est âgée de 19 ans et se nomme Pascale Escarfaille. Elle a été violée et égorgée dans cette chambre. La mort pourrait remonter à la nuit précédente, celle du 24 au 25 janvier. C'est Guillaume, son petit ami, qui a appelé les secours. Il n'avait plus de nouvelles de Pascal depuis 2 jours. Il a découvert le crime quand les pompiers ont défoncé la porte. La crime suppose que l'étudiante, rentrée tard chez elle, a sans doute été suivie. La porte d'entrée de l'immeuble est lente à se refermer. L'assassin a peut-être eu le temps de se faufiler et d'emboîter le pas à sa victime. Le meurtrier de Pascale Escarfaille a commis un crime d'une sauvagerie inouïe. Mais il n'a pas laissé de traces, pas d'empreintes derrière lui, pas de traces ADN qui pourraient mener un jour à une identification. L'enquête tourna en rond et finit par se perdre. 3 ans plus tard, 9 janvier 1994, Cathy Rocher, 27 ans, assistante en marketing, entre dans un parking souterrain au numéro 70 du boulevard de Reuilly, 12e arrondissement. Elle a été suivie. Quand elle sort de la voiture, un homme la braque avec un couteau de type Opinel. Il veut son argent, exige son code de carte bancaire et lui annonce qu'il va la violer. Il découpe le soutien-gorge entre les bonnets et la culotte sur les côtés. Cathy Rocher reçoit 10 coups de couteau à la gorge. 11 mois plus tard, 7 novembre 1994, Elsa Benadi, attachée de presse, est retrouvée morte dans sa voiture par son frère, tuée la veille de la même façon que Cathy Rocher. Sans témoin, dans un parking de la capitale, frappée au couteau à la gorge. Ici aussi, le soutien-gorge est sectionné entre les bonnets. Cette fois, la crime établit une concordance entre ces 2 derniers crimes. La chance semble même sourire aux policiers.
Il dispose d'une empreinte digitale laissée sur la lunette arrière et d'une tache de sang du probable agresseur sur un prospectus. Un mois après la mort de Elsa Benadi, le 9 décembre 1994, Agnès Niekamp, 32 ans, architecte d'intérieur hollandaise, s'apprête à quitter son bel appartement au 75 rue du Faubourg Saint-Antoine pour rejoindre des amis pour dîner. Elle ouvre la porte sans savoir qu'un homme l'attend sur le palier. Il la menace d'un couteau, l'attache avec du sparadrap, la dépouille de sa carte bancaire, lui arrache ses habits, découpe sa culotte sur les côtés et le soutient-gorge, toujours de bas en haut, entre les bonnets. Il la viole et la poignarde jusqu'à la laisser sans vie. Les policiers découvrent une nouvelle scène de crime qui frise la démence. Cette fois, le tueur a laissé de nombreuses traces lors de cette agression, des indices particulièrement précieux puisqu'ils permettront un jour d'identifier le tueur. 16 juin 1995, une psychomotricienne de 23 ans, Elisabeth Ortega, a passé la soirée dans le quartier de la Bastille. Vers 1h15, elle tourne la clé dans la serrure de son appartement quand elle est assaillie par un homme qui tient un couteau. Il se dit en cavale, la pousse dans le logement. Il commence à discuter avec Elisabeth, puis lui attache les mains dans le dos avec du Chatterton. Elle profite d'une seconde où l'homme veut éteindre la lumière du salon pour s'enfuir. La crime est prévenue de cette attaque. Les liens de la jeune femme sont identiques à ceux des autres victimes. Elisabeth Ortega devient un témoin précieux. Elle a vu l'agresseur, elle peut le décrire et pourra peut-être le reconnaître. Bonjour Patricia Touranchot. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires criminelles et auteur de Guy Georges, La Traque aux éditions Pluriel. Et je le dis, c'est une édition augmentée parce qu'on verra un peu plus tard pourquoi elle est augmentée cette édition. Il y a des lettres tout à fait à la fois bouleversantes et frappantes d'une mère à Guy Georges et de Guy Georges à une mère de victime. On va évidemment longuement en parler dans cette heure du crime. Là, on est au tout début, hein, finalement. On ne sait pas, évidemment, Guy Georges, on ne sait pas qui il est. Bien sûr. Et on ne le connaît pas. Alors, ce qui frappe Patricia, vous qui connaissez parfaitement cette affaire, et vous êtes sans doute la meilleure spécialiste de ce dossier, ce qui frappe, c'est le mode opératoire. On a rarement vu autant de sauvagerie. Je crois que même les spécialistes de la crime, ils sont abasourdis. Ah oui, franchement, tous les poulets de la crime vont dire que ce sont des massacres et que vraisemblablement le meurtrier est resté très très longtemps avec ses victimes. Et c'est d'une sauvagerie inouïe. Elles sont toutes égorgées, elles sont toutes retournées, elles sont prises dans tous les sens. C'est atroce, vraiment atroce. Ça veut dire qu'il y a un plaisir sadique presque qui a été exercé, c'est ce qu'on peut penser comme ça? Ça peut être ça, ça peut être ça. En tout cas, j'ai vu pas mal de photos de scènes de crimes, d'autres crimes, mais celles-là, franchement, sont particulièrement atroces. Elles sont atroces, ouais. Sauvages, vraiment. Et alors c'est cette sauvagerie et cette série qui commence. Là, évidemment, les policiers ils sont un peu perdus, mais c'est normal. On sait peut-être pas que cet homme est destiné à frapper plusieurs fois, même si les deux derniers crimes sont très proches. Et on va effectivement les rapprocher très vite. Pourquoi le premier crime, celui de l'étudiante? Oui, Pascal Escarfaille. Pascal Escarfaille. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rapproché immédiatement avec les autres? Le crime de Pascal Escarfaille reste dans le groupe Bustamante, comme vous avez dit. Les deux filles assassinées dans les parkings, donc c'est un peu différent. Ce n'est plus un appartement, c'est dans un parking, dans une voiture. Donc ces deux crimes-là vont être explorés, investigués par un autre groupe de la brigade criminelle. Et puis enfin, le crime de décembre 94, Agnès Niekamp, dans un appartement. Là encore, avec une trace ADN, est confié à un autre groupe de la brigade criminelle. Ils ne sont pas reliés parce que les policiers sur Pascal Escarfaille, ils explorent d'abord l'environnement de la victime. Ils pensent que c'est un crime d'un familier, parce qu'il n'y a pas eu d'effraction sur la porte. Donc ils explorent et ils vont suspecter tour à tour l'ex-fiancé de la victime, même son père à un moment donné. Ils ont des tas de fausses pistes et ils restent dans cet univers-là et ils pensent que c'est un crime indépendant.
Et ce qu'il faut rajouter, Patricia Tourangeau, c'est que la notion même de tueur en série, elle est toute nouvelle à l'époque. Oui. On n'est pas habitué à ça. Non, et puis... Enfin, il y en a eu déjà, mais on les appelait pas comme ça. Disons, la brigade criminelle a eu déjà un tueur en série, c'était Thierry Paulin, tueur de vieilles dames dans les années 80, qu'ils ont arrêté d'ailleurs au bout de pas mal de temps. Mais la notion de tueur en série, de serial killer leur déplaît. Ils n'utilisent pas cette formule. Ils vont parler d'un tueur multirécidiviste, ils vont parler d'un type qui a des antécédents criminels, mais jamais utiliser ce mot qui, à leurs yeux ou leurs oreilles, renvoie trop sur les serial killers américains qui ont des longues séries, qui sont différents, etc. Alors il y a la description de Guy Georges qui est faite par Elisabeth Ortega, la miraculée, on peut le dire comme ça, parce qu'elle a réussi à s'enfuir. Vraiment la rescapée, elle lui a échappé, elle a sauté par la fenêtre alors qu'elle avait déjà un bâillon sur la bouche et les poings liés, c'est incroyable. La lumière du salon il a voulu éteindre la lumière, c'est ça? Oui, c'est un petit duplex en fait, et le type qui l'a agressé avec un opinel à la porte l'a fait descendre à un moment donné en bas du duplex dans la chambre. Il a commencé à la bâillonner et lui dire: je veux juste passer la nuit ici, ne t'inquiète pas, etc. Et une petite lumière était restée allumée en haut du duplex. Visiblement, cet agresseur, ça le gênait. Il s'était déjà déchaussé. Il est monté éteindre la petite ampoule en haut. Et pendant ce temps-là, Elisabeth Ortega... Elle a réussi à s'enfuir. Oui, elle a sauté par la fenêtre qui était au rez-de-chaussée. Alors évidemment, c'est du pain béni pour les policiers, cette rescapée. Mais son témoignage, c'est compliqué, la description qu'elle fait de... La pauvre, elle va se tromper de bonne foi. Elle a passé une demi-heure avec cet agresseur, elle a parlé avec lui, elle va donner des éléments assez intéressants, notamment le fait qu'il se fait prénommer Flo. Elle va un peu se tromper dans son témoignage parce qu'elle est sous le coup de la panique, je pense, et Bien elle sûr. a beau être psychomotricienne et d'aplomb, les policiers de la crime vont peut-être trop miser sur elle. Et il va s'avérer qu'elle va dessiner un portrait robot qui ne correspond pas, et d'écrire un personnage soi-disant bien inséré, qui dans la société, qui s'exprime bien en français, qui était propre sur lui, et en fait on s'apercevra bien plus tard que ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Le tueur en série ne va pas s'arrêter là, il va encore frapper 3 fois et agresser également 3 autres femmes. Une série noire qui va mobiliser comme jamais la police judiciaire parisienne, une traque qui va être payante. Chez Elisabeth Ortega, la rescapée qui a miraculeusement réussi à échapper au tueur, les enquêteurs ont saisi un mégot de cigarette qui porte l'ADN de son agresseur. Une trace génétique identique à celle retrouvée au domicile de Agnès Niekamp, la décoratrice d'intérieur néerlandaise. Le docteur Olivier Pascal, à Nantes, baptisera cette trace SK1, ce qui signifie Serial Killer numéro 1. À l'époque, impossible de pouvoir faire matcher cet indice avec d'autres empreintes génétiques recueillies lors de précédentes enquêtes ou sur d'autres scènes de crime. Le fameux fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, n'existe tout simplement pas. 7 juillet 1995, Hélène Fränking, 27 ans, psychomotricienne, rentre chez elle à pied vers 3h du matin, rue du Faubourg Saint-Martin. Dans la cour, elle est accostée sans violence par un homme à la peau mate, aperçu derrière son volet par la concierge. Hélène Fränking est retrouvée égorgée sur son lit le lendemain matin. Même scénario que pour les autres victimes. Celui que la presse surnomme le tueur de l'Est parisien a cette fois laissé une trace de son pied nu. Un pied dit de type égyptien, où le second orteil est plus long que le pouce. Il a également abandonné son couteau, un opinel maculé de sang. Le juge Gilbert Thiel est en charge du dossier Hélène Fränking. Le magistrat est déterminé. On sait qu'un tueur en série continuera de frapper jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Quand on est confronté à toutes ces horreurs, on se dit comme tout le monde, ce salaud, quand je l'aurai en face de moi, confiera le juge. Il va peu à peu récupérer tous les autres homicides dont le mode opératoire se rapproche étrangement. Mais pour l'instant, toutes ces affaires ne sont pas liées, ce qui ne facilite pas vraiment le travail de la police. Des groupes différents de la brigade criminelle travaillent un peu chacun de leur côté. Le 8 septembre 1995, dans l'enquête sur les morts de Cathy Rocher et Elsa Benadi, les policiers interpellent un certain Guy Georges, 33 ans. Cet homme, sans travail, est accusé d'avoir agressé une jeune femme. C'est un récidiviste. Dans sa chambre d'hôtel, on trouve un opinel, mais aussi des rouleaux de sparadrap. Il nie les meurtres
Qui plus est, ses pieds n'ont rien d'égyptien. Et la rescapée Elisabeth Ortega ne reconnaît pas sur les photos son agresseur. Le prélèvement ADN, bien plus long à obtenir à l'époque, va tout simplement rester lui dans un placard. Guy Georges peut s'en aller. Il refera surface 2 ans plus tard, en 97, 2 nouvelles agressions et 2 derniers meurtres. Magali Sirotti, 23 septembre 97, Estelle Magde, 16 novembre 97. Tout comme le juge-t-il, la nouvelle patronne de la crime, Martine Monteil, 46 ans, est bien décidée à arrêter ce tueur insaisissable. On sait qu'il frappe à intervalles espacés, comme quelqu'un qui sort de prison et y retourne. Les dossiers des maisons d'arrêt sont passés au crible. Monteil mobilise ses troupes et regroupe ses enquêtes. Le juge fait multiplier les expertises ADN. Le 24 mars 1998, le docteur Pascal indique que le tueur a été identifié. C'est un certain Guy Georges. Son ADN, prélevé en 95, n'avait jamais été exhumé. La traque s'intensifie. Le 26 mars 98, à 12h47 précisément, Guy Georges est arrêté à la sortie du métro Blanche, 18e arrondissement de Paris. Fin de partie pour cet homme multirécidiviste, plusieurs fois condamné pour des violences et des agressions sexuelles, habitué des squats et de la rue. Il frappait lors de ses sorties de cellule. En janvier 91, il a ainsi tué sa première victime, Pascal Escarfaille, alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortie à la prison de Caen. Il y purgeait une peine de 10 ans de réclusion pour viol avec violence. Il avait réintégré sa cellule comme si de rien n'était. Il avait déjà 11 ans et demi de détention derrière lui quand il a tué Pascal. À propos de ce crime, il raconte froidement « Elle m'a tout de suite plu, j'ai flashé, je l'ai suivi. Après l'avoir violée, il a commencé à l'égorger. Elle l'a regardé et lui a dit ces derniers mots. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me tues ?» Voilà donc pour l'arrestation enfin du tueur de l'Est parisien, Guy Georges, que toutes les polices de France et particulièrement la crime parisienne recherchaient depuis tant d'années. On ne va pas refaire l'arrestation, toute cette histoire. Un petit mot, Patricia Tourangeau, on sait qu'il y a eu un ratage policier, il faut l'appeler comme ça. On aurait peut-être pu l'arrêter avant, Guy Georges. C'est sûr, il y a une série d'erreurs parfois humaines, comme on l'a vu avec le témoignage d'Elisabeth Ortega, avec ce portrait robot, avec le fait quand même que les professionnels de la crime s'appuient trop sur ce témoignage humain, alors qu'ils savent très bien qu'un témoignage humain d'une victime dans la panique, c'est pas fiable. Et puis cet ADN, parce que si vous voulez, l'ADN de ce Guy Georges qui est extrait de prison le 19 septembre 95, en fait, va être comparé, mais à la petite tache de sang sur le prospectus ETA dans la voiture d'Elsa Benadi. Et tout le monde, personne ne va penser à la comparer à l'ADN inconnu SK1 du tueur de femmes en appartement, dans des appartements, après lequel il court. Donc c'est voilà. Et puis il y a la faute à pas de chance quand même, parce que ce type, son empreinte de pied avec le fameux pied égyptien. Le fameux pied égyptien, quand le Guy Georges est dans les locaux de la crime en septembre 95, il lui demande de se déchausser, il n'a pas le pied égyptien. Il ne ressemble pas au portrait robot. Et en fait, les policiers comprendront bien plus tard que cette trace de pied égyptien, finalement, il n'a pas le pied égyptien, c'est qu'il a dérapé dans le sang. C'est un truc incroyable. Ah, c'est incroyable. Donc, oui, donc il y a une méprise là-dessus. Oui, il y a une méprise. Il y a beaucoup. Dans une enquête, les policiers disent toujours qu'il y a une part de chance. Et ben là, ils n'ont pas eu de bol jamais. Ouais. Et en plus, ils ont accumulé des erreurs humaines. En plus, il n'y a pas les outils qu'il faut. En plus, donc il n'y a pas ce fichier d'empreinte génétique. Et puis les prélèvements à l'époque, le service d'identité judiciaire de Paris n'est franchement pas au top. Absolument. Non plus. Absolument. Il faut bien reconnaître qu'on est au début de l'ADN aussi. Enfin, oui. En tout cas, de son utilisation massive. Bien et sûr. Qu'on n'a pas encore. Ça, on peut pas en vouloir aux policiers. Oui. Évidemment, qui ont mené une enquête hors pair dans cette histoire. Il faut quand même le rappeler. Ah oui. Même si on aurait peut-être pu arrêter Guy Georges plus tôt et éviter peut-être des victimes, mais on n'a pas ces réflexes. Bien sûr, bien sûr. De comparer. Et puis il y a des différences aussi entre certains crimes. Donc les 2 assassinats de filles dans les parkings, dans les voitures, de 94 vont être laissés à part. Voilà, parce que l'ADN ne relie finalement que 4 cas, 3 victimes d'assassinat et puis la tentative, l'agression d'Elisabeth. Alors, Patricia Tourangeau, évidemment.
évidemment, il va y avoir, on le sait aujourd'hui, le procès Guy Georges et sa condamnation, et on en parlera évidemment dans l'heure du crime dans un instant. Dressez-nous quand même un petit peu le portrait de ce Guy Georges, qui est un multirécidiviste. Il a connu presque plus la prison que la liberté, même à cette époque-là. Guy Georges, il a été en prison déjà avant ses 18 ans. En fait, c'est un gosse abandonné, c'est un gosse de la DAS. Sa mère biologique n'a pas signé les papiers officiels d'abandon alors qu'elle a laissé tomber tout bébé à quelques jours. Et du coup, ce garçon, finalement, il ne peut pas être adopté puisqu'elle n'a pas signé. Et elle va les signer quand il a 6 ans. Et à 6 ans, on lui change son identité. On lui dit, tu ne t'appelles plus Guy Rampillon. Maintenant, on prend ton deuxième prénom, c'est Georges, donc tu t'appelles Guy Georges. Et puis, tu n'es plus né en banlieue parisienne, tu es né à Angers. Donc, chez un enfant, quand même, c'est quelque chose. Et donc, il va grandir dans une famille d'accueil, dans la famille Morin, en Anjou, qui a déjà 7 enfants à elle, plus 6 de la DAS. Donc, c'est un peu un élevage en batterie, quand même. Comment s'occuper d'autant d'enfants ? Et donc, à 14 ans, le petit Guy qui va pas bien du tout, pourtant il est suivi par les services sociaux, par des psys, etc. Mais à 14 ans, il agresse une de ses sœurs de lait. Et puis à 15 ans et demi, une deuxième. Il essaie de les étrangler. Il y a toutes ces histoires, effectivement, qui vont le poursuivre, puisqu'il est d'une violence inouïe très vite. C'est un garçon très costaud, d'ailleurs. Oui, il est assez costaud. Et puis en plus, la première, c'est sa sœur de lait préférée, Roselyne, qui est handicapée mentale, il l'adore. Et pourtant, il va lui sauter et lui attraper le cou un soir alors qu'elle va porter les poubelles. Et la deuxième, quand il a 15 ans et demi, là c'est une sœur de lait qu'il déteste parce qu'il dit qu'elle joue la cheftaine, mais il va lui mettre une barre de fer autour du cou et serrer très fort. Et donc là, Madame Morin, elle appelle la DAS et elle se sépare de Guy Georges. Il va en foyer à la Martinière à Angers et là il commence les fugues, les vols, les agressions et il balafre une femme au couteau. Il y a une dérive violente qui est ancienne et qui va le poursuivre. Il est marqué par le sceau de la violence, Guy Georges. Qu'est-ce qu'il raconte aux policiers lors de ses gardes à vue, en quelques mots, les premières comparutions? En garde à vue, il va expliquer à Sydney, notamment sur Pascal Escarfaille, que ce matin-là, il savait qu'il allait tuer et qui serait obligé de tuer. Il avait une espèce de pulsion qui le prenait dès le matin. Bon, il était en permission de sortie de prison. Il avait acheté un Opinel, il avait acheté du sparadrap, tout son petit matériel, et il l'attendait. Il est allé au cinéma dans le quartier de Montparnasse, il est sorti, il est allé boire une bière, jusqu'au moment où il a flashé sur cette jeune fille, Pascal, et il dit que il fallait qu'il tue avant la nuit. Et donc, c'était une pulsion sexuelle, mais surtout meurtrière. Et pour les autres victimes, il parle aussi. Il est obligé de tuer chaque fois. Il y a une mécanique, un déclic qui se met en place. Voilà, un déclic qui se met en place dès le matin. Et donc il se met en condition après. Il fume beaucoup de shit, il boit beaucoup. Et dans la nuit, il chasse dans les rues de Paris. Et il chasse des jeunes filles pleines d'énergie, très belles, qui n'ont pas peur de rentrer chez elles le soir. Et c'est celle-là, c'est une espèce il va capter l'énergie de ses victimes, quoi. C'est incroyable. Et il les suit, il s'engouffre derrière elles chez elles, il les attaque à l'Opinel, et voilà. Et parfois, la porte se referme à son nez, donc il ne peut pas tuer, il va en trouver une autre. 3 ans après son arrestation et un peu plus de 10 ans après la mort de Pascal Escarfaille, Guy Georges va comparaître devant une cour d'assises. Il va faire face aux familles de ses victimes et aux femmes qui lui ont échappé. Ce 19 mars 2001 s'ouvre le procès de Guy Georges. Guy Georges Rampillon pour l'état civil, fils d'une hôtesse de bar de Marly-le-Roi et d'un GI noir américain qui l'a abandonné à la naissance avant de repartir aux États-Unis. Guy Georges se présente à 9h50 devant la cour d'assises de Paris. On le photographie. Il a 39 ans, il porte beau en tenue de sport. Une apparence physique qui est même troublante car elle ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire dans nos imaginations d'un maniaque sexuel, d'un tueur en série. Il paraît affable, souriant parfois. Il semble être plein de compassion, comme le note alors maître Solange Doumic, l'une des avocates de la partie civile. Après son arrestation, il a avoué quelques-uns de ses crimes dans les bureaux de la crime, jouxtant celui de la patronne Martine Monteil. Malgré les apparences, Guy Georges n'a rien de conciliant à ce procès. La première semaine d'audience, il l'a
passe à nier en bloc les accusations. Il affirme être victime d'une injustice, dénonce des tests génétiques truqués. Il n'est pas Joe the Killer, son surnom dans les squats. Il faut attendre 2 semaines pour que Guy Georges avoue ses crimes. Ses avocats, maître Frédéric Ponce et Alex Ursulé, l'ont encouragé à se confesser, à dire la vérité aux familles des victimes. Il lui est ainsi demandé s'il a bien agressé Elisabeth Ortega, la rescapée, dans la salle d'audience. Il répond par l'affirmative. Depuis le début du procès, il me fait peur, mais il m'a fait peur pendant 5 ans. Elsa, Cathy, Hélène et les autres victimes, elles ont toutes résisté, mais elles n'ont pas eu ma chance, indique Elisabeth Ortega. Entre 2 sanglots, le tueur en série avoue ses crimes. Le 5 avril 2001, Guy Georges, présenté comme l'incarnation du mal et la malédiction par l'avocate générale Guy Georges, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Quoi qu'il arrive maintenant, je ne recommencerai jamais, même si vous ne l'acceptez pas, je vous demande pardon, dit le condamné aux familles de victimes. 22 ans de sûreté, c'est rien, perpétuité, c'est beaucoup, mais je ne sortirai jamais de prison, vous pouvez être tranquille, je ne ferai pas cette peine, je peux vous le dire. Patricia Touranchot, notre invitée ce soir, cet après-midi dans l'heure du crime, journaliste spécialiste des affaires criminelles, et je rappelle le titre de votre ouvrage, Guy Georges, la tracte, qui a été réédité avec une édition augmentée, comme on dit. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire, Guy Georges, avec ces derniers mots ? Franchement, on n'a pas compris. Je ne ferai pas cette peine. On n'a pas compris s'il voulait se suicider ou autre. Je pense que c'est nul et non avenu parce que il a décidé par la suite de la faire, cette peine. Et alors même... Et il l'a fait toujours, d'ailleurs. Et il l'a fait toujours. Alors même que la période de 22 ans de sûreté donc, est terminée, c'est-à-dire c'était les 22 ans pendant lesquels il n'avait pas le droit de demander une libération conditionnelle. Donc ce délai a expiré le 28 mars 2020 et il n'a toujours pas demandé à sortir. Donc je pense qu'il s'est résigné à aller jusqu'au bout de sa peine, en fait. Il s'est résigné à aller au bout de sa peine, et on le verra d'ailleurs, sa vie en prison, vous avez ce privilège de pouvoir l'apercevoir et le côtoyer un petit peu, dans une cour de prison, et vous nous en parlerez dans un petit moment. Est-ce que les policiers sont évidemment cités comme témoins aux assises, hein ? Ah oui, bien sûr. Ils viennent s'expliquer. Oui. Mais juste une question, Patricia, est-ce qu'ils reconnaissent le Guy Georges qu'ils ont vu lors des gardes à vue? Au début du procès, non. Les policiers qui ont recueilli ces aveux de manière très libre, les aveux qu'ils ont recueillis, je veux dire, Guy Georges était en confiance avec eux et leur livrait dans le moindre détail beaucoup de confidences incroyables. Ce sont des PV qui font 5 pages, le PV d'aveu sur l'assassinat de Pascal Escarfaille. Mais au procès, la première semaine, donc pendant 8 jours, il est arc-bouté sur cette dénégation. Et donc, ils le reconnaissent pas. Il accuse les policiers de l'avoir frappé. Et il y a un des policiers à la barre qui lui dit je te demande, Guy Georges, droit dans les yeux, de me dire que j'ai levé la main sur toi. Et dit non, pas vous, mais un autre. Bon, ce sont des mensonges. Et donc les policiers sont très déçus par cette première attitude. Ils ne comprennent pas le sens de ces dénégations, alors qu'il y a son ADN sur 4 scènes de crime, alors qu'il a avoué il a tout avoué. C'est le visage et peut-être la présence d'Elisabeth Ortega qui fait tout basculer dans ce procès. Parce que là, il a en face à lui, c'est une victime vivante, si je puis dire. Hein, c'est pas simplement une photo qu'on peut lui montrer, puisqu'on va lui montrer les scènes de crime. Et au début, d'ailleurs, il va regarder un peu balayer ça très de manière froide, détachée. Froide et détachée. Est-ce que cette présence d'Elisabeth Ortega, c'est important? Guy Georges, l'accusé a commencé à se fissurer déjà au bout du 5e jour. Et Solange Doumic, justement l'avocate de la famille Escarfaille, lui a fait, en fait, l'a un peu piégé et a obtenu de lui un geste de couteau où il avait l'air de dire oui, c'est moi qui ai tué, en gros. Et donc à partir de ce moment-là, sa défense est intenable. Tout le monde a compris que c'était lui. C'est une espèce de lapsus gestuel. Et donc 2 jours plus tard, c'est
effectivement la présence d'Elisabeth Ortega, où ses avocats lui disent, voilà, si vous avez quelque chose à dire, Guy Georges, face à Mademoiselle Ortega, qui est là aujourd'hui, personne ne supportera votre silence. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à voir dans ces meurtres, dites-le. Et en effet, le fait d'avoir Elisabeth, la victime, voilà, devant lui, fait qu'il va confesser ses crimes de manière presque imperceptible au départ. Hein. Il répond oui, j'ai tué, oui, mais il s'écroule en sanglots. C'est des aveux qui sont qui sortent de très loin, quoi. C'est une forteresse qui se fissure. Oui. Mais est-ce que on ne sait jamais avec Guy Georges, est-ce que c'est sincère ou c'est du cinéma? Oui, non. Franchement là, c'est sincère. Ça peut pas être du cinéma. Enfin, il est en état de choc de toute manière. Oui, et on sent que ça vient de très loin et qui souffre lui-même en admettant ce qu'il a pu faire face aux victimes, aux parents des victimes qui sont plus là et qui elles aussi souffrent. C'est terrible. Guy Georges prend le chemin de la prison pour de très longues années, peut-être même pour toujours, comme il l'a clamé à la fin de son procès. Une perpétuité qui frappe aussi les familles de victimes. Impossible pour elles d'oublier ce cauchemar. Après sa condamnation, des lettres de femmes avaient afflué de toute la France à la prison de la Santé à Paris où Guy Georges était alors incarcéré. Une fascination morbide et déplacée, un rituel presque habituel avec les tueurs en série. À l'une de ses correspondantes, Guy Georges répond « Toutes ces années gâchées ont fait de moi un rebelle, un anarchiste, un révolutionnaire. Je ne suis pas un ange, mais je ne suis pas non plus le monstre pour lequel on veut me faire passer. » Les lettres continueront d'arriver pour peu à peu s'amenuiser au fil des années et au rythme des changements de cellules de l'intéressé, toujours placé à l'isolement dans ses prisons successives. Une de ses correspondances, jamais révélée jusqu'ici, est tout à fait différente. Après le procès, Anne Gauthier, la mère de Hélène Franking, l'une des victimes, va échanger plusieurs lettres avec le tueur. Anne Gauthier, qui pendant des années a tout fait pour que l'assassin soit interpellé, va aussi tout faire pour mieux le comprendre. Au total, 7 lettres révélées par la journaliste Patricia Tourangeau, dans lesquelles Guy Georges présente des excuses et promet de dire la vérité sur la vraie vie qu'il a vécue. Anne Gauthier ne sera jamais dupe de ses propos ni de son attitude. Au moment où il écrit, confie-t-elle, il a honte d'être Guy Georges, mais une heure après, il est capable de vous tuer aussi. C'est un grand malade. Dans l'un de ses courriers adressés à la mère d'Hélène Franking, Guy Georges écrit avec son écriture bien formée, une écriture ronde et presque enfantine. « Je vous le répète, Anne, moi de mon côté je fais le maximum, je suis une psychothérapie et cela va durer longtemps, mais je ne rêve pas. Je sais très bien que je ne sortirai jamais de prison, je ne suis pas naïf. Tous ces gens qui me disent que dans 19 ans je sortirai, ils se trompent. » Anne Gauthier cessera d'écrire à Guy Georges en apprenant qu'il souhaitait se marier et avoir un enfant avec une étudiante qui correspondait avec lui. Elle se dira horrifiée par ce projet, au point d'alerter l'administration pénitentiaire pour empêcher cette union dangereuse. Patricia Tourangeau, vous êtes notre invitée dans l'heure du crime. Ces lettres, vous les révélez dans l'édition augmentée de Guy Georges La Traque, un livre aux éditions Pluriel. Alors elles sont tout à fait intéressantes, ces lettres, parce qu'effectivement elles permettent d'approcher un peu plus la psychologie ou la psychiatrie, on dira comme on veut, de Guy Georges. Oui. Dans quel contexte elles ont été rédigées, ces lettres, et cet échange de correspondance? En fait, Anne Gauthier, avec laquelle j'ai gardé le lien depuis assez longtemps, avait gardé ses lettres sous le coude. Elle lui écrit à Guy Georges en mai 2001, juste après le procès, parce qu'elle-même n'a pas assisté au procès de l'assassin de sa fille, donc Hélène Franking. Elle voulait pas, elle est partie méditer dans un couvent, et elle apprend que Guy Georges, à la fin du procès, a demandé pardon aux familles des victimes. Et donc, elle cherche son adresse pour lui écrire, pour lui dire, alors, d'après ce qu'elle m'explique aujourd'hui, elle dit qu'elle l'a écrit à Guy Georges pour lui dire qu'elle ne pouvait pas lui accorder son pardon, parce que seule sa fille aurait pu le faire, mais que comme sa fille, il l'avait tuée. C'est important. Hein. Seule Hélène Franking aurait pu accorder le pardon à Guy Georges. Mais dans cette lettre, elle s'intéresse, que Anne
Gauthier, c'est quelqu'un. Elle a enseigné le français à l'étranger. Elle s'est occupée d'enfants difficiles. Donc, elle est sensible aussi à la genèse, à la personnalité de Guy Georges. Donc, elle lui dit d'autres choses dans ses lettres, dont elle n'a pas gardé le double. Mais la réponse qu'elle reçoit de Guy Georges l'incite à lui réécrire. Parce qu'elle se dit, ce garçon, il est intelligent. En fait, il est intelligent. Il regrette ce qu'il a fait. Il a des égards pour moi. Et donc, elle va entretenir cette correspondance jusqu'au jour où, comme vous l'avez dit, elle s'aperçoit que non seulement il veut se marier avec une jeune étudiante en droit, mais en plus qu'il va avoir un enfant. Et là, ça lui paraît invraisemblable que Guy Georges puisse se reproduire et être père. Elle se dit, au secours, ce n'est pas possible. Et là, elle coupe tous les ponts, donc un an après, donc en 2002. Et moi, elle avait commencé à m'envoyer il y a quelques années le double de ses lettres, et je voulais à tout prix les sortir, les avoir toutes, les examiner. Et Anne Gauthier ne voulait pas dans un premier temps, parce que sa démarche est inhabituelle et elle a peur de choquer à nouveau ou de blesser des familles de victimes, d'autres victimes d'ailleurs que le Guy Georges. Et donc c'est à prendre avec des pincettes, quoi. C'est à prendre, effectivement, c'est une matière extrêmement sensible. On a en ligne Jean-Pierre Escarfaille. Bonjour Jean-Pierre Escarfaille. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté quelques minutes l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes le père de Pascal Escarfaille, qui est la première victime parisienne, si je puis dire, de Guy Georges. Vous aviez écrit d'ailleurs un livre pour ma fille, victime d'un tueur en série. Est-ce qu'on on comprend cette démarche de vouloir comprendre, de vouloir savoir finalement ce qu'il y a dans la tête de Guy Georges? Je suppose que vous êtes posé vous aussi beaucoup de questions en qualité de père de victime. Moi, je me suis surtout posé des questions sur les procédures et la manière d'agir de la police, de la justice et même des médias. Guy Georges, je dirais que évidemment c'est un cas monstrueux, c'est effrayant, mais il ne faut pas oublier que tous les ans, il y a 5 ou 6 tueurs qui sont à leur 2e ou 3e assassinat. Donc on n'est pas aux États-Unis, mais il y en a quand même un certain nombre. Mais, un mot tout de même sur Guy Georges. Est-ce que vous avez essayé à un moment donné de vous dire mais qu'est-ce qui a pu passer dans sa tête, ou bien c'était au-delà de vos forces, si je puis dire? Non, moi je pense que j'ai toujours pensé que c'est un malade. C'est un psychopathe grave. C'est le sommet d'une pyramide de malades. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur la psychologie justement de ce type de criminel. J'ai rencontré plusieurs psychiatres spécialisés dans ces cas-là et correspondu avec un type qui s'appelle Claude Ballier, qui était vraiment à l'origine de la science. Et donc pour vous, hein, on se résume et on va en reparler dans un petit moment, mais Jean-Pierre Escarfaille, vous dites c'est un malade. Il y a pas, voilà, sa place est sans doute en prison ou dans un asile, mais c'est un malade. Hein. Exactement. C'est sûr. Depuis mars 2020, Guy Georges est apte à demander une libération conditionnelle, ce qu'il n'a pas fait et ne fera pas. Peu de chance dans tous les cas de figure qu'il se retrouve hors des murs d'une prison. Le 28 mars 2020, après 22 années de sûreté, Guy Georges n'a pas formulé de demande de libération conditionnelle. Aucun avocat n'a été saisi pour adresser cette requête. Le tueur en série, emprisonné à la centrale d'Insisheim, en Alsace, la prison où séjourna Michel Fourniret et où se trouve Francis Holm, est toujours considéré comme limite, fragile et dangereux par les experts. Il a arrêté sa psychothérapie. Ces dernières années, il avait énormément grossi, souffrant de diabète et se bourrant de calmants. Il travaille à l'atelier de la prison, employé à remplir des sachets d'hameçons pour la pêche. Guy Georges est depuis toutes ces années comme chez lui en prison. À la fin de sa garde à vue, devant les policiers de la brigade criminelle, il avait indiqué « Dedans, je suis cadré, je ne ressens pas mes pulsions, mais dehors, je suis dangereux, comme une cocotte minute qui peut exploser. Il ne faut pas me laisser ressortir. »
Même si Guy Georges changeait d'avis et décidait de demander sa mise en liberté, il existe bien peu de chances que celle-ci soit acceptée. Aucun collège de magistrats ou d'experts ne donnerait un blanc-seing à cette demande, estime l'expert psychiatre Daniel Zaguri, qui l'avait examiné. En 2017, une pétition en ligne avait réclamé le maintien en détention du tueur de l'Est parisien. Au terme de sa période de sûreté, elle avait immédiatement enregistré plus de 15 000 signatures. Jean-Pierre Escarfaille, vous êtes en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, le père de Pascal Escarfaille, la première victime parisienne de Guy Georges. Guy Georges le dit lui-même, je suis une cocotte minute, il ne faut pas me laisser ressortir. Il faut vraiment pas le laisser ressortir, Guy Georges ? Bien sûr que il faut pas le laisser ressortir, mais il faut surtout avoir une procédure qui évite ce genre de choses. Avec Rachida Dati, on avait mis au point puisque j'ai monté une association avec la famille Benadi, Liliane Rocher et d'autres amis et parents de victimes qui véritablement cette association s'est consacrée à éviter que ce genre de phénomène se reproduise. Bon, la première des choses, c'est évaluer la dangerosité de gens qui demandent une libération conditionnelle. Et on a monté avec Rachida Dati ce qu'on appelle les mesures de sûreté. Et on a une commission qui se réunit pour donner un avis, c'est évidemment pas un jugement, un avis sur les demandes de libération conditionnelle. Ce qui permet, je résume votre propos, Jean-Pierre Escarfaille, ce qui permet de sécuriser finalement des sorties possibles. Exactement. Et si vous voulez, les juges d'application des peines, les bons sont demandeurs de ça. Et figurez-vous que la mère Belloubet s'est permis de supprimer cette commission. Madame Belloubet. Madame Belloubet. Alors que Christiane Taubira, dont je craignais un peu et qui finalement a fait de très bonnes choses, si vous voulez, le ministre de la Justice, c'est quand même lui qui fait en sorte que ça marche ou ça marche pas. Bien sûr. Les empreintes génétiques sont restées. On était 4 ans derrière les Anglais. À cause du ministre. C'est un autre sujet, Jean-Pierre Escarfaille. Ce qu'on comprend de toute façon dans l'affaire Guy Georges, c'est qu'il y a très peu de chances qu'il sorte. Je pense que Patricia Tourangeau, qui est avec nous dans ce studio, ne me démentira pas. Il y a très peu de chances. Il a peut-être même pas envie, lui, de sortir. Écoutez, moi, quand je l'ai vu lors d'un reportage dans la centrale pénitentiaire d'Ensisheim, vous avez pu le rencontrer. Moi, je l'ai vu, les éléments dont vous parlez, le fait qu'il soit diabétique, qu'il travaille à l'atelier des absents. C'est dans votre livre. Voilà, c'est quand je l'ai vu là-bas pour un reportage sur les longues peines pour l'Obs. Et en fait, à l'époque, il avait pas envie de demander, il a pas demandé. J'ai vu les psychiatres, j'ai vu les éducateurs, etc. Guy Georges était plutôt bourré de cachetons, bourré de médicaments. Je pense que c'est sa manière à lui de passer sa peine. Et pour l'instant, je pense qu'il a pas envie de sortir, qu'il s'est résigné à passer sa vie derrière les barreaux. Mais on peut présumer de rien. Peut-être qu'à un moment donné, même médicalement, vu qu'il est diabétique, il est en surcharge pondérale, peut-être qu'il serait obligé d'être soigné dans un hôpital et auquel cas il demanderait à sortir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il faut savoir que, comme le dit Jean-Pierre Escarfaille, cette commission, par exemple, imaginons que Guy Georges demande à sortir à un moment donné, à être libéré en conditionnel, il faudrait au moins 5 ans déjà qu'il indemnise ses victimes, et les parties civiles, qui suivent une thérapie, ce qui n'est pas le cas actuellement, qui fassent vraiment des efforts. Ça se passe pas en un jour. Et puis il y aurait aussi la voix, on a entendu bien sûr, oui. Jean-Pierre Escarfaille qui en parlait, il y aurait aussi la voix des victimes qui porterait... les psychiatres qui examineraient à nouveau Guy Georges. Donc je pense qu'il s'est... On serait pas loin du scandale, il faut le dire. Non, mais, voilà. Même... Et là, à 59 ans, Guy Georges, il est encore dangereux sexuellement. Hein. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Puis il a cessé. Ce que vous dites aussi dans votre ouvrage, il faut vraiment lire Guy Georges, La traque de Patricia Tourangeau. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il a arrêté sa
sa psychothérapie. Il est à la dérive là aujourd'hui, Guy Georges. Hein. Oui, il fait son boulot. Il est le batteur du groupe de musique de la Centrale. Il est en cellule tout seul. Et voilà, il passe le temps comme il peut. Mais le temps doit être très très long là-bas. Mais je pense qu'il sait qu'il restera là jusqu'à la nuit des temps, quoi. Cette histoire, Guy Georges, Patricia Tourangeau, c'est évidemment plus qu'un fait divers. C'est une histoire criminelle majeure. Oui. Elle va rester vraiment ancrée dans la mémoire policière. Vous qui connaissez bien les gens du 36. Ah oui, non, franchement. Et d'ailleurs, pour eux, ils ont une amertume incroyable, hein, les policiers de la brigade criminelle, parce qu'ils savent qu'ils l'ont pas arrêté à temps, que s'ils avaient eu le fichier d'empreinte génétique, au moins 2 victimes auraient été évitées, mais que eux aussi n'ont pas pris la mesure de ce qu'était un serial killer, tout simplement. Et donc les dossiers sont restés un peu éparpillés comme ça dans les groupes, investigués dans les coins, avec des chefs de groupe qui ne se parlaient pas toujours. Le chef de groupe qui s'occupait des filles tuées dans les parkings ne parlait pas à Sanderson, qui était celui qui s'occupait des filles tuées dans les appartements. Voilà. Donc ils en gardent un souvenir amer. Merci infiniment Patricia Tourangeau et Jean-Pierre Escarfaille d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Et c'était Nicolas Godet qui était aujourd'hui à la réalisation. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.